Bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur la technologie IO-Link. Déjà, je me présente. Je suis Frédéric Moulin, donc ce sera moi qui va être l'animateur de ce webinaire aujourd'hui. Donc, ce webinaire va être dédié à la technologie IO-Link. On va vraiment rester sur les aspects assez simples de la technologie IO-Link. Donc, on va d'abord aborder qu'est-ce que la technologie IO-Link, comment ça marche, et quelles sont les solutions que Festo propose sur la technologie IO-Link. Et puis, on conclura sur l'intégration d'IO-Link dans une brique numérique, donc la possibilité de traiter les données qui proviennent des appareils IO-Link. Du coup, je vous propose de commencer sans attendre ce webinaire. Alors, c'est parti. Alors, déjà, un petit mot sur IO-Link. Derrière la technologie, il y a un consortium. Et dans ce consortium, il y a aujourd'hui 466 sociétés qui sont membres dans le monde. Et dans ces 466 sociétés, on va retrouver principalement des gens du monde de l'automatisme. On va retrouver des gens qui font des automates, des gens qui font des actionneurs, de la pneumatique, de l'électrique, aussi des fabricants de capteurs, de connectiques. Donc vraiment, on est aujourd'hui plusieurs centaines de sociétés à travailler de commun accord sur une technologie. Et avec ce consortium, on va déjà travailler sur un standard. Donc, IO-Link est défini par un standard, le IEC 61131-9. Donc ça, c'est juste l'aspect technique. Il y a un standard, ce qui veut dire que tous les fabricants qui proposent des solutions sur IO-Link aujourd'hui vont être en accord avec ce standard. Et puis dans ce consortium qui est en permanente évolution, puisqu'on a de plus en plus de membres, on va travailler à définir l'évolution de la technologie. Donc, comment on fait évoluer la technologie, quelles sont les prochaines possibilités d'IO-Link, et aussi le développement marché, parce que on se bat tous pour le développement de la technologie IO-Link et pour que nos clients l'intègrent de la façon la plus logique dans leurs architectures d'automatisme. Et puis, dernier point, un site iolink.com, un site internet en commun, sur lequel on va retrouver par constructeur ou par technologie qui propose quoi dans l'environnement IO-Link. Donc, soit vous cherchez un constructeur et vous allez voir ce que le constructeur propose sur la technologie IO-Link, soit vous cherchez plutôt un équipement et vous allez voir quels sont les fabricants qui proposent des équipements sur cette technologie. Donc, voilà pour le consortium. Alors, ce qui est bien avec ce consortium, c'est qu'aussi on a des valeurs de vente de mètres IO-Link. Donc ici, c'est vraiment le nombre de nœuds IO-Link vendus dans le monde entier. Et on voit que c'est un marché qui est en pleine croissance. Donc, nous, on commence à travailler sur IO-Link depuis 2012, nos premiers appareils. On voit vraiment que c'est vers 2017-2018 qu'il y a eu un vrai décollage de la technologie IO-Link. Et puis maintenant, depuis quelques années, on voit vraiment une croissance très rapide de la technologie IO-Link. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous travaillez avec cette technologie, vous trouverez de plus en plus de solutions, vous trouverez de plus en plus de fournisseurs qui proposent des solutions sur la technologie IO-Link. Alors, IO-Link, pourquoi on en parle beaucoup c'est que, eh bien, si on parle d'industrie connectée, d'industrie 4.0, d'industrie nouvelle, on va avoir vraiment besoin, en général, le point commun à tout ça, c'est la disponibilité des données. Donc, c'est la capacité à capter des données de la machine, et puis surtout, après, à les analyser, à les mettre en forme pour détecter des comportements de la machine, un comportement normal, un comportement anormal. L'idée après, on parlera de maintenance prédictive, de comportement normal de la production, de perte de production. Donc, effectivement, pour aller vers toutes ces analyses de données, il faut des données. Et qu'est-ce qui va nous donner les données? C'est vraiment les capteurs, parce que les capteurs sont sur la machine et c'est eux qui détectent de façon continue tout ce qui se passe sur la machine. Donc, c'est pour ça que quand on va parler d'industrie 4.0, de remontée de données, bien vraiment, la première brique, c'est la technologie IO-Link pour tout ce qu'on va détecter sur la machine grâce aux capteurs et aux actionneurs de terrain. Voilà pourquoi c'est important d'utiliser cette technologie dès la base dans l'intégration de la machine. Alors maintenant, on va regarder
un peu ce qu'a apporté IO-Link, pourquoi IO-Link a changé tout ce qui concerne l'information sur les données de terrain. Alors là, si on regarde déjà ce que c'était l'industrie avant IO-Link, c'était des solutions qui sont connectées à un niveau élevé, puisqu'on a déjà des protocoles, des réseaux Ethernet pour la communication à haut niveau entre, par exemple, les IHM, les serveurs, les postes de supervision. Et ensuite, on va retrouver l'automate, PLC, l'automate qui va être en relation directe entre au niveau supérieur la supervision et au niveau inférieur les composants de terrain. Et du coup, sur la partie composants de terrain, on avait les systèmes type bus de terrain qui permettaient de faire la communication entre l'automate et les systèmes d'entrée-sortie. Par contre, quand on descendait dans la couche en dessous, là, par contre, il n'y avait absolument plus qu'une communication. Il y a des signaux qui proviennent des appareils. Donc, ça peut être des signaux analogiques, tout ou rien. Par contre, on ne peut pas parler de communication. Ça veut dire que l'information peut remonter, mais elle ne peut pas descendre. On n'a pas de diagnostic. Donc, on est sur des fonctions limitées. Et quand on s'intéresse à tous ces signaux, qu'est-ce que c'est que ces signaux? Ça peut provenir de capteurs, ça peut provenir d'actionneurs. En général, ce sont des composants simples. Donc, ça veut dire qu'ils sont capables de donner leurs données de processus. En gros, est-ce que je suis actif ou pas actif? Par contre, ils ne font pas une communication, ils ne font pas de diagnostic, pas d'échange de paramètres. Les coûts d'intégration sont élevés. Pourquoi? C'est parce qu'à chaque fois qu'on a un composant, il va falloir voir quel type de signal il propose et comment on va le connecter. Donc, ça fait des coûts de câblage, des coûts de choix d'entrée-sortie. Effectivement, très peu d'informations sont échangées puisque, en gros, si c'est un capteur, on aura un signal tout ou rien. On n'aura pas d'informations supplémentaires, on n'aura pas d'échange de paramètres, on n'aura pas de diagnostic. On n'a pas la possibilité d'avoir des valeurs supplémentaires dans la remontée de données. Et puis, pour les capteurs qui nécessitent un réglage, comme par exemple un capteur de pression, une sonde de température, un capteur optique, là, le réglage va se faire manuellement. Ce qui fait qu'à chaque nouveau capteur, l'opérateur doit prendre le capteur, il y a un petit bouton, une petite molette, il va devoir régler manuellement. Et puis, côté électrique, on va voir tout ce qui est lié aux différents types d'entrée-sortie. Donc, est-ce que ce sont des signaux d'entrée? Est-ce que ce sont des signaux de sortie? Est-ce que ce sont des signaux tout ou rien ou des signaux analogiques? Est-ce que c'est une logique de transistor en PNP ou NPN? Donc là, on est vraiment dans la partie électronique. Est-ce que ce sont des signaux à 2 fils, à 3 fils, à 4 fils? Et si on est sur un signal analogique, quel type de signal analogique? Donc en général, on parle de 0,10 volts ou 420 mA. Il y en a d'autres. Il y a du moins 5 plus 5 volts, de 1 à 5 volts. On a 0,20 mA. Donc en fait, on a pléthore de types de signaux potentiels. Et en fonction du signal, il va falloir une carte d'entrée-sortie qui soit capable de traiter ces signaux. Donc voilà pourquoi on se retrouve avec différents types de signaux à traiter et différents matériels pour répondre à ce type de besoin. Donc voilà où on était avant IO-Link. Alors IO-Link, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être un standard qui va être dédié à la connexion des systèmes d'entrée-sortie. Donc là, on n'est plus sur une liaison avec un signal tout ou rien ou analogique entre le maître et l'esclave. On va être sur une communication numérique point-point. Ce qui veut dire que, par exemple, sur un maître IO-Link, si j'ai 4 ports, je vais brancher 4 appareils. Donc ces appareils sont appelés des esclaves IO-Link, et puis l'appareil sur lequel on les branche, c'est le maître IO-Link. En général, les maîtres IO-Link, on en trouve différents nombres de ports dans l'industrie. On peut commencer à 4 ports, on peut aller jusqu'à 12. Certains ont des maîtres avec 16 ports. Bon, le plus commun en général, c'est entre 4, 8 et 12, on va dire. C'est les plus communs. Donc, la communication entre le maître et les esclaves va s'établir et ça va nous permettre d'échanger la donnée de process. Donc, si par exemple, je branche un capteur de pression, sa donnée de process, ça va être la valeur de la pression. Donc, ça va être la donnée prioritaire. Mais on va aussi pouvoir échanger des paramètres. Par exemple, je veux faire une mise à l'échelle de mon capteur. Je veux enregistrer un seuil qui va fixer une alarme. Donc, avec mon capteur de pression, je vais pouvoir dire, par exemple, si je dépasse la valeur de 7 bars, je vais avoir un signal d'alarme pour dire attention, j'ai dépassé 7 bars et je veux que mon capteur change de couleur, affiche 7 bars et au-dessus en rouge pour que l'opérateur le voit de loin.
Donc, soit on fait les réglages manuellement quand on n'a pas IO-Link. Avec IO-Link, c'est facile. On peut faire passer ça dans les paramètres. Donc, on peut faire des réglages à distance avec le système IO-Link. Et puis, autre information qui peut passer, c'est le diagnostic. Donc, par exemple, je prends l'exemple d'un capteur optique. Le capteur est capable de remonter en diagnostic qui fonctionne encore, mais qui est de plus en plus encrassé et qui va pas tarder à ne plus détecter. Donc ça, c'est du diagnostic. Donc, c'est pas une alerte en elle-même, mais c'est un diagnostic supplémentaire qui permet d'avoir une information d'état des appareils sur la machine. Voilà. Donc, le maître IO-Link va concentrer les signaux des différents esclaves IO-Link. Donc, dans les esclaves, ça peut être aussi bien des capteurs que des actionneurs. Et puis ensuite, le maître IO-Link va remonter ces informations à l'automate. Donc là, on va avoir une communication qui est toujours numérique au niveau supérieur. Donc, en général, entre l'automate et le maître IO-Link, on va avoir une communication sur le type réseau Ethernet industriel ou bus de terrain. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, entre l'esclave IO-Link et le maître IO-Link, on va avoir une communication dans les deux sens qui est numérique. Puis entre le maître IO-Link et l'automate, on va avoir une communication dans les deux sens qui est numérique. Et entre l'automate et la supervision, on va encore avoir une communication dans les deux sens et numérique. Donc, ce qui est l'intérêt de cette technologie, c'est que du capteur jusqu'à la supervision, voire à des stockages de données sur des serveurs, on a une continuité numérique. Ça veut dire qu'on a un signal numérique du début jusqu'à la fin. Et ces signaux numériques passent facilement dans les câbles pour remonter de la machine à la supervision de façon très rapide, sans perte de signal, sans conversion, avec à la fois les données de process, les données de paramètres et les données de diagnostic. Alors, concernant la connectique IO-Link, comment ça fonctionne? On va rentrer un peu plus dans le détail. En fait, avec IO-Link, on a la possibilité de travailler avec différentes vitesses. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de vitesse de comme 1, comme 2 ou comme 3. Et c'est une communication en série par modulation d'impulsion. Et lorsqu'on va établir la connexion entre un appareil IO-Link, automatiquement, le maître IO-Link va interroger l'esclave IO-Link pour savoir quelle est la vitesse qu'il peut pratiquer. Là, comme 1, comme 2 ou comme 3. En général, il va essayer avec comme 3. Si comme 3, c'est pas possible, il passe à comme 2. Si comme 2, c'est pas possible, il passe à comme 1. En général, aujourd'hui, de plus en plus de capteurs sont en com 3. Il y a quelques capteurs un peu plus anciens qui sont encore en com 2. Mais voilà, la com 3, c'est la plus rapide. Donc, on est à 230 kilobaud, à peu près, pour donner un ordre de vitesse. Donc, c'est une vitesse qui permet de faire passer les données importantes de processus. Donc, on parle de valeur de pression, mesure de distance, mesure de température, ce genre de choses. Voilà. Point important, c'est que le maître IO-Link peut faire de la communication IO-Link, c'est le système de com 1, com 2, com 3, mais aussi il peut fonctionner comme une entrée-sortie de tout ou rien. C'est ce qu'on appelle le mode SIO, donc Standard Input-Output. Donc on peut utiliser un port IO-Link pour travailler. S'il n'est pas utilisé avec un appareil IO-Link, il peut fonctionner comme une entrée, par exemple. Voilà. Alors, une petite subtilité sur le câblage, c'est concernant la partie du type de port A, port B. Donc, le point important, c'est que IO-Link, on peut à la fois brancher des capteurs et des actionneurs. Un capteur ne va pas avoir besoin de beaucoup de puissance, ce qui fait que la connectique va être assez simple pour un capteur. On va avoir le 0 volt et le 24 volts sur les pins 3 et 1. Et ensuite, la pin 4 va être dédiée à IO-Link et c'est là-dessus qu'on va faire passer les différents signaux. Sur un capteur avec 4 pôles, on a une pin supplémentaire qui est la pin 2. Et là, la pin 2, chaque constructeur utilise cette quatrième pin pour faire passer n'importe quel type de signal qu'il souhaite. S'il veut faire passer une entrée tout ou rien, une sortie analogique, il peut aussi. En tout cas, la norme IO-Link, pour un port sans puissance, un port A, c'est 0 volt, 24 volts et le signal IO-Link sur la pin 4. Maintenant, on parle aussi de capteurs, ce qui veut dire qu'on va avoir besoin potentiellement de puissance. Et pour la puissance, l'idée, ça va être d'apporter du 24 volts supplémentaire. Donc, ça peut être utile, par exemple, pour un terminal de distributeur, puisqu'un terminal de distributeur va avoir besoin de puissance pour activer les bobines. Et donc, du coup, on va rajouter sur la pin 2 et la pin 5 un 0 volt et un 24 volts supplémentaire. Ce qui veut dire que dans un câblage IO-Link en port B, on a deux alimentations 0 volt, 24 volts. On va avoir le 0 volt, 24 volts de logique qui va alimenter la partie électronique
et la possibilité de lire le signal IO-Link sur le port 4. Et puis sur la pin 2 et 5, on va avoir un 0 et 24 volts de puissance qu'on va par exemple pouvoir couper en cas d'arrêt d'urgence. On peut couper la puissance sans couper la logique pour garder la communication. Voilà, donc c'est la subtilité sur IO-Link, hein, 2 ports, un port A pour les appareils qui n'ont pas besoin de puissance et un port B pour les appareils qui nécessitent d'amener de la puissance supplémentaire. Alors, une fois qu'on a établi la connexion, on va retrouver 2 types de transmission. La transmission cyclique, c'est celle qui est par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque cycle de communication, on va remonter une donnée. Donc en général, c'est la donnée de process, ce qui est logique. Si on veut un capteur de pression, la donnée importante, c'est la valeur de la pression à tout instant. Et par contre, on va avoir en plus une transmission acyclique. Donc, ce n'est pas à chaque cycle qu'on a l'information, mais c'est le maître qui envoie des ordres au maître IO-Link de lui remonter des données. Ça peut être du diagnostic, les événements. Ça peut être aussi envoyer à l'esclave ses paramètres de configuration, si on veut reparamétrer, par exemple, une mise à l'échelle ou un changement de paramètres. Donc là, c'est de la cyclique. Donc la cyclique n'est pas prioritaire. La priorité, c'est vraiment la valeur cyclique, donc la donnée de process. Et c'est pour ça que des fois, une transmission de paramètres, ça peut prendre plus de temps parce que en priorité passe la trame cyclique qui va donner l'information principale et s'il reste un peu de bande passante, on envoie les informations supplémentaires pour faire les paramètres. C'est pour ça que des fois, les paramètres peuvent prendre 1 à 2 secondes alors que la donnée cyclique, elle, va être beaucoup plus rapide, on va être plutôt proche de quelques millisecondes pour envoyer les informations. Et puis le point important aussi, c'est que quand on va brancher un appareil IO-Link dans une architecture IO-Link, on va utiliser un fichier IODD. Donc c'est un petit fichier XML qui va reprendre les informations principales sur le capteur. Donc en gros, quel est le fabricant, quel est son modèle, quelle est l'information des variables qu'il va mettre à disposition, quelles sont les données supplémentaires qu'il peut donner, quel est le diagnostic qu'on peut faire. Donc tout ça, c'est décrit dans un fichier IODD. Et pour chaque appareil, on a un fichier IODD spécifique à l'appareil qui doit être intégré dans l'architecture d'automatisme, donc dans le maître IO-Link. Et une fois que le maître IO-Link a le fichier IODD de l'appareil, il peut comprendre les informations qui viendront de l'appareil et du coup établir la connexion. Voilà, donc ça c'est important, le fichier IODD. Tout à l'heure, j'ai parlé du site iolink.com. Si vous allez sur le site iolink.com, vous avez une section qui apparaît à l'écran, c'est IODD Finder. Donc, c'est une grande base de données. On va retrouver tous les fichiers IODD de tous les fabricants de composants IO-Link. Donc là, vous avez une grande base de données. Vous tapez votre référence, par exemple Festo SPAU pour un capteur de pression Festo, et vous retrouvez facilement les fichiers IODD des différents SPAU que Festo propose. Je prends l'exemple pour Festo, mais ça va être pareil avec tous les autres constructeurs. C'est ça qui est bien, c'est que comme on est tous membres du consortium, on est d'accord pour mettre le fichier IODD au même endroit. Voilà, donc le fichier IODD, c'est vraiment la carte d'identité du composant, ce qui va permettre d'identifier ce qu'il peut faire et les données qu'il va mettre à disposition. Donc maintenant, point important, c'est qu'avec IO-Link, j'ai une vraie communication bidirectionnelle, donc dans les deux sens, du capteur jusqu'à la supervision. C'est vraiment pour ça qu'on parle vraiment de système de communication et une communication avec une continuité numérique, c'est-à-dire que la donnée est numérique sur tout le long de son trajet de remontée de données. Alors, maintenant, on va prendre un exemple avec un capteur de pression. Je le disais, quelles sont les différences, par exemple, entre une solution non IO-Link et une solution IO-Link. Donc là, j'expliquais, pour un capteur de pression, on va avoir le capteur qui a sa cellule interne qui va fonctionner en numérique. Ensuite, on va passer par une conversion analogique parce que c'est le standard de communication des systèmes d'entrée-sortie. Donc, on va repasser en analogique, par exemple, en 420 mA. Et ensuite, on va repasser via le convertisseur analogique en numérique à nouveau pour être traité par le bus de terrain. Donc en fait, on passe par différents étages de conversion et à chaque conversion, on peut avoir une incompréhension, une perte de signal. Donc là, c'est du coup l'intérêt de passer à IO-Link, c'est qu'on va être une communication numérique entre le capteur et le maître IO-Link, puis entre le maître IO-Link et le bus de terrain. On a vraiment une communication IO-Link complète, sans perte de signal. Et du coup,
on n'a vraiment aucune perte de signal, pas de perte de transfert, et la possibilité, comme c'est bidirectionnel, d'avoir des informations qui passent dans les deux sens. Donc, les données de process, le diagnostic, les paramètres, tout ça passe dans le câble. Voilà. Alors, un petit mot sur l'offre de Festo, parce que là, pour l'instant, j'ai fait quelque chose d'assez général sur la technologie. Je parle un petit peu de Festo quand même. C'est important. Festo, on est membre du consortium depuis plus de 10 ans maintenant. On a beaucoup travaillé sur la technologie. On a commencé d'abord avec des appareils, avec plutôt des esclaves. Donc, c'est pour ça que, comme on est des pneumaticiens, on a fait des systèmes liés à la pneumatique, donc des capteurs de pression, capteurs de débit. On a aussi maintenant quelques capteurs optiques. On a aussi des capteurs de position qu'on va positionner sur un vérin pneumatique pour être capable de voir quelle est sa position exacte. Et puis ensuite, on va avoir aussi la partie actionneur, donc tout ce qui va être le mouvement. Et pour les actionneurs, on a tous nos terminaux de distributeurs aujourd'hui intègrent la technologie IO-Link pour s'intégrer dans une architecture IO-Link. Les Venturi, effectivement, des Venturi simples ou des Venturi à économie d'énergie. Donc là aussi, avec IO-Link, ça permet de remonter plus d'informations sur le niveau de vide, le niveau de surveillance de l'économie d'énergie. On a des vannes proportionnelles, forcément, puisqu'on va réguler la pression. Donc là, c'est bien de le faire avec IO-Link. C'est vraiment dédié à ce genre d'applicatif. Et puis ensuite, on a des systèmes électriques. Donc les systèmes électriques, ça va être par exemple des actionneurs électriques tout intégrés avec le moteur, le contrôleur de moteur et la partie mécanique, tout ça intégré dans une pièce. C'est chez nous ce qu'on appelle la gamme Simplifying Motion Series, SMS, où on a tout intégré, un appareil qui intègre à la fois l'axe mécanique, le moteur et le contrôleur. Et ça, on peut le piloter aussi en IO-Link. Ça permet d'avoir accès plus facilement au réglage et de changer certaines consignes en cours de production. Pareil, on a le même principe avec une pince électrique. Donc voilà pour la partie esclave et puis après la partie supérieure, donc les maîtres. Là aussi, maintenant, on a une offre étendue de maître IO-Link, d'automates avec maître IO-Link intégré. On a des systèmes centralisés, on a des systèmes décentralisés, IP20 en armoire ou IP65 pour installation directe sur la machine. Donc voilà, on a une offre complète aujourd'hui pour intégrer des solutions IO-Link de chez nous, de chez d'autres fournisseurs, puisque comme c'est un standard ouvert, on peut brancher n'importe quel esclave IO-Link sur un maître IO-Link de chez Festo. Et l'inverse. Voilà. Donc les avantages, on l'a dit, un signal numérique, pas de perte de signal pendant les conversions. On va simplifier au niveau encombrement, puisque au lieu d'avoir des modules d'entrée-sortie qui prennent de la place et des taurons de câbles, on peut passer par des mètres qu'on positionne directement sur la machine. En IP65, voilà, le mètre il est positionné facilement près des appareils. Et puis ensuite, avec le système de bus de terrain, il n'y a quasiment plus rien dans l'armoire côté entrée-sortie. Tout est directement décentralisé sur la machine. Le paramétrage des capteurs et des actionneurs aussi, là aussi, on va être gagnant, puisqu'avant, il fallait aller sur l'appareil pour pouvoir faire le réglage. Aujourd'hui, avec IO-Link, à distance, je me connecte à l'automate, qui se connecte au maître, qui se connecte à l'appareil, et on peut faire du changement de paramètres, du réglage des capteurs facilement sans avoir à être dans la machine. On peut le faire à distance du moment que la machine est connectée au réseau Ethernet de l'entreprise. Donc vraiment, on a une machine complètement connectée et on peut facilement aller changer les réglages. Au niveau du câblage, là aussi, IO-Link, c'est standardisé. Donc, si vous regardez un mètre IO-Link de n'importe quel constructeur, en IP65, on a une connectique M12 qui est standardisée. Donc, la petite subtilité, c'est est-ce qu'il est port A ou port B. Donc, est-ce qu'en gros, il va gérer la puissance ou est-ce qu'il ne gère pas la puissance. Au-delà de ça, on peut aussi brancher avec un deuxième câble pour amener de la puissance si le port ne gère pas la puissance en lui-même. Voilà, donc ça c'est la petite subtilité à vérifier, c'est est-ce que mon port est capable de gérer de la puissance. Mais sinon, le port M12 est standardisé, ce qui fait que n'importe quel constructeur, type fabricant de mètres IO-Link, va faire des mètres IO-Link en M12 et n'importe quel fournisseur d'esclave IO-Link va devoir fournir une connectique qui va se brancher sur le M12. Et puis enfin, dernier point, le diagnostic, on l'a vu, là on a un vrai diagnostic des composants, alors que sans IO-Link, un composant, quand il dit 0, est-ce qu'il est éteint, ou est-ce que le câble est cassé, ou est-ce qu'il ne marche pas, ou est-ce qu'il est non commuté, on ne sait pas. Voilà.
Le dernier point que je voulais aborder, c'était ce que j'avais dit en intro, hein, c'est que quand on parle d'intégration d'un système IoT, donc un système avec un Internet des objets, donc dans l'industrie, ça va être Internet industriel des objets, hein, IoT. Là, on va avoir besoin de données pour que l'information soit traitée, soit cohérente. Donc, un IO-Link va s'intégrer facilement dans une architecture ensuite de communication et de captation des données, stockage des données. Alors, le stockage, il peut être en cloud, comme c'est sur le dessin, mais il peut être aussi stocké sur un serveur. Donc là, ça dépend vraiment de la philosophie de chacun. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec IO-Link, on est capable de donner, de mettre à disposition les données de façon numérique pour qu'elles puissent être traitées ensuite. Donc c'est vraiment la première brique, hein, c'est la base de la pyramide. Mais en tout cas, c'est pratique, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les standards de données, on en a un qui s'appelle OPC-UA, qu'on entend souvent revenir sur le sujet de la remontée de données pour des niveaux de supervision. IO-Link est intégré dans la norme OPC-UA, ce qui fait que là, on a une communication transparente des données de la base jusqu'à la supervision. C'est pour ça que c'est un point important, par exemple, de se dire, est-ce que mes données vont être facilement lues par ma supervision, par mes clouds, par mes serveurs? Oui, avec IO-Link, ça passe sans transfert, c'est direct. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais regarder l'onglet de questions. Alors, oui. Première question. Alors, combien d'octets pour un appareil IO-Link? Alors, là, la norme va fixer un maximum. C'est 32 octets d'entrée, 32 octets de sortie. Après, suivant l'appareil, ça ne va pas être forcément pareil. Par exemple, je prends l'exemple d'un petit capteur de pression. Lui, il va juste donner une valeur de pression et 2 octets, c'est suffisant pour encoder la valeur de la pression. Donc, certains capteurs seront 2 octets. Après, on a aussi, je pense à un exemple chez Festo, on a des petits variateurs pour des moteurs pas à pas. Là, il y a plus de données à faire passer. Là, ça va être 8 octets pour ce type d'appareil. Donc, suivant l'appareil qu'on va connecter, ça peut être entre 2 et 32 octets. En tout cas, 32 octets, actuellement, c'est un maximum pour un appareil IO-Link. Alors, est-ce que vos capteurs en IO-Link fonctionnent en analogique aussi? Alors oui, effectivement, chez Festo, on a fait le choix, c'est que quand on développe un capteur, on va intégrer à la fois IO-Link et l'analogique sur le même capteur. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir M12, d'avoir un port, le port A, alors je vais revenir là-dessus, voilà, c'était celui-là. Nous, sur nos capteurs, on va travailler avec cette connectique. On va avoir IO-Link sur la pin 4, le 0 volt et le 24 volts sur la pin 3 et 1. Et sur la pin 2, on mettra un signal analogique. Ce qui veut dire que pour le client, ça va être le même capteur qui va être à la fois analogique et à la fois IO-Link. C'est une seule référence qui gère les deux signaux au cas où, suivant la machine qu'il réalise, il va travailler en analogique ou en IO-Link. Alors, IO-Link est-il indépendant du bus de terrain? Alors oui, c'est complètement indépendant. On peut intégrer IO-Link avec n'importe quel type de réseau. Là, ça va vraiment être le maître IO-Link qui va gérer cette interface. Donc ici, par exemple, le maître IO-Link, lui, va gérer l'IO-Link au niveau avec les esclaves, donc sur la couche inférieure, et puis sur la couche supérieure, entre l'automate et le maître IO-Link, on va avoir une communication suivant le protocole de l'automate. Donc si c'est du Profinet, on prendra un maître IO-Link Profinet. Si c'est de l'Ethernet IP, on prendra un Ethernet IP, et ainsi de suite. Donc en gros, il n'y a pas de lien particulier entre IO-Link et un bus en particulier. IO-Link est indépendant du bus de terrain. C'est compatible avec tous les réseaux de communication des machines. Il n'y a pas de blocage particulier. Alors, je continue. Est-ce qu'on a encore des questions ou des...
ou des remarques. Alors, pour l'instant, je ne vois plus d'autres questions. Très bien. Eh bien, on va finir à 11h30, on va pouvoir finir dans les temps. Eh bien, merci à vous pour votre participation. J'espère que ça vous aura intéressé. Le webinaire a été enregistré, donc on va pouvoir le partager. Donc, d'ici quelques jours, on le mettra en ligne sur notre site internet. Si vous êtes intéressé par un replay, si vous voulez partager ce webinaire avec des collègues à vous, ce sera mis à disposition. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire. Donc, je remets mon adresse mail ici, frédéric.moulin@festo.com. Si vous avez un contact chez Festo, n'hésitez pas à prendre contact avec votre ingénieur commercial, avec le technicien avec qui vous êtes en relation, qui peuvent aussi répondre à vos questions. Et puis, je vous invite à rester connecté avec Festo. On a d'autres webinaires qui sont prévus. On parlera d'autres technologies d'ici la fin de l'année. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Oui? Excuse-moi, on a une nouvelle question qui vient d'arriver. Y a-t-il un risque de Pardon. fuite de données au niveau cybersécurité? Alors ça, c'est une question qui est intéressante. C'est pas lié à IO-Link, parce que IO-Link, lui, bon, il va être fermé entre le maître et ses appareils, mais c'est niveau supérieur. Là, c'est des questions auxquelles nos clients sont sensibles, surtout qu'à une époque, on leur parlait beaucoup de venir brancher les architectures dans le cloud. Et la peur, c'était que le cloud soit piraté et que les données soient piratées. Donc après, il faut regarder un capteur de pression. Qu'est-ce qui remonte? Il va remonter une valeur de pression. Donc en gros, il va remonter un fichier Excel. Dans le fichier Excel, il y aura une colonne avec des dizaines de milliers de valeurs qui seront 5,65, 5,4, 5,41. Donc en gros, pour la personne non initiée, c'est juste une liste de valeurs. Donc en elle-même, c'est pas forcément un point sensible, mais on a vu que certains clients étaient sensibles à ce point-là. Donc, de plus en plus aujourd'hui, la solution, c'est qu'on ne travaille pas avec un cloud extérieur, mais avec un serveur dans l'entreprise. Ce qui veut dire que si on prend le cas d'un fabricant de yaourts, les données de sa machine ne vont pas aller vers un cloud, c'est-à-dire un stockage dans un autre pays. C'est que le client va avoir un serveur à proximité de sa machine ou dans son usine ou sur son siège social, et les données restent internes. Donc en gros, le niveau de sécurité pour ces données de production sera le même niveau de sécurité que ces données stockées dans ces serveurs. Donc en gros, sa compta, son plan de développement, enfin voilà. Donc en gros, si on ne travaille pas avec un cloud, mais avec le serveur, on aura le même niveau de sécurité pour les données qui proviennent de la machine que pour le reste des données de l'entreprise. Donc si on travaille avec je pense qu'aujourd'hui, les entreprises sécurent leurs données, vous aurez le même niveau de sécurité. Reste la possibilité de mettre un PC industriel à côté de la machine qui n'est pas connecté à Internet. Et là, aucun risque de se faire pirater les données, puisque là, la machine est complètement fermée. Voilà, il y a plein de possibilités. Quand on va vers ce type de solution, là, donc on est plutôt au niveau supérieur, là, dans la partie sécurité des données, architecture de IoT, parce que Festo propose ici ce genre de service. Et là, du coup, on fait l'audit avec le client de comment il veut stocker ses données, quel est le niveau de sécurité qu'il souhaite atteindre. Voilà. Alors, il y a une nouvelle question. Comment s'affranchir de la distance maxi de 20 mètres entre maître et esclave? Alors c'est une limitation effectivement, c'est qu'aujourd'hui c'est 20 mètres maximum et on n'a pas de solution, c'est vraiment défini dans la norme. On a fixé le maximum à 20 mètres. Donc la possibilité après, malheureusement, c'est de mettre un deuxième mètre IO-Link. C'est pour ça qu'en général, quand on va positionner un mètre IO-Link, on va bien réfléchir à où le positionner pour avoir accès à un maximum de capteurs dans un rayon de 20 mètres. Donc ça, c'est vraiment une limitation technologique. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions, Feriel? Non, pas d'autres questions. Très bien. Bon, du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre participation. Et puis, surtout, restez connectés avec Festo. On a d'autres webinaires qui arriveront. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.